et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va passer le fait que finalement une finale, c'est pas si facile que ça à gagner apparemment, pour se consacrer à l'équipe de France. On va aussi passer le 1000e épisode du Je t'aime pas, moi non plus, entre la Ligue et la Fédé, pour parler du terrain, de tout le terrain, rien que du terrain, et des 6 matchs qui attendent les Bleus. On va se demander à quoi elles vont servir, ces 6 rencontres automnales, vu les conditions dans lesquelles elles vont être disputées, à savoir avec des internationaux qui ne pourront pas être sur plus de 3 feuilles de match. On va équipe de français avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux, mais comme ils sont très très bons, ça va être un festival. Je suis avec Alexandre Bardot derrière son masque. Salut Alex. Salut. Et avec Renaud Bourret derrière son téléphone. Salut Renaud. Coucou. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors c'est l'automne, les feuilles jaunissent et les calendriers de rugby bleuissent. Aïe, les tests de l'équipe de France arrivent plus tôt cette année. Samedi, il y a un match de préparation contre le Pays de Galles pour se remettre dans le bain international. Le samedi d'après, ce sera la dernière rencontre du tournoi pour peut-être le gagner, pourquoi pas, contre l'Irlande. Puis le 15 novembre viendra la petite nouvelle, l'Autumn Nations Cup, c'est ça on dit, soit 3 oppositions contre les Fidji en Écosse et contre l'Italie, ainsi qu'un match de classement contre l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles ou la Géorgie, qui sont dans la deuxième poule. Donc pour tout ça, après des tractations dignes des meilleurs épisodes de Koh-Lanta, entre les jaunes de la Ligue et les rouges de la Fédé, le sélectionneur Fabien Galtier, qui n'a pas gagné le totem d'immunité, devra faire avec des joueurs ne pouvant pas figurer sur plus de 3 feuilles de match et avec seulement 31 à la fois, contre 42 jusque-là. Exactement. C'est ça ? Alex, on sait que Fabien Galtier, justement, il aime, lui, la régularité. Il avait tout bien calé sur sa flèche du temps. Il avait mis en place des entraînements à haute intensité très précis. Ça remet tout en question, là Ça remet quand même beaucoup de choses en question. En fait, si on regarde le tableau de manière brute, l'équipe de France, cet automne, aurait dû disputer hors Covid, on va dire, 3 matchs plus 1, l'Irlande, on va dire le match du tournoi à rattraper. Elle devait en disputer, donc ça va dire 4 matchs. Elle va en disputer 6. Ça peut paraître intéressant comme deal. En réalité, quand on regarde dans le détail, comme tu le disais, les joueurs ne pourront pas faire plus de 3 matchs. Il y a un groupe de 31 au lieu de 42. Il y a aussi le fait que, par exemple, pour ce premier match, l'équipe de France ne va bénéficier que de 5 jours de préparation contre 2 semaines si on revient au tournoi Destination avant le premier match contre l'Angleterre, ou si on avait été dans une configuration classique, l'équipe de France aurait dû se préparer pendant 2 semaines avant son premier match. Donc en fait, ces aspects-là interrogent quand même beaucoup sur concrètement en quoi cette tournée va pouvoir aider l'équipe de France à avancer dans la flèche du temps tracée par Fabien Galtier. Aujourd'hui, c'est une interrogation et j'imagine que le staff, là aussi, hier, Fabien Galtier, dans Stade 2, disait cet accord, c'est la meilleure des mauvaises solutions, on va dire. Et ce qui en dit long, quelque part, c'est-à-dire qu'ils s'en contentent, ils disaient on fait avec, mais cette phrase-là a du sens. Renaud, toi aussi, tu vois une entrave majeure dans la progression de Fabien Galtier ? Je vois surtout une obligation parce que la politique et les guerres d'ego sont venus se mêler du sportif. Je vois surtout une entrave à un mode de fonctionnement qui avait fait ses preuves pendant le tournoi Destination. Alors tout ce staff derrière Fabien Galtier, tout le monde se souvient de l'image de la flèche du temps, parce que c'est pas faute de l'avoir répété. Ils ont tout calibré jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Qu'ils aient voulu obtenir, on va dire, 2 matchs de plus, ceux qui n'ont pas disputé en Argentine, quelque part, ça pouvait se comprendre dans leur progression. Malheureusement, dans le bras de fer qui a opposé tout ce petit monde au club et à la Ligue, ils n'ont pas obtenu les moyens de travailler comme ils pensent que ça leur permet d'être performants. À partir de là, on peut se poser la question de l'intérêt, oui, effectivement, de 6 matchs, avec 3 matchs vraisemblablement où vous aurez la meilleure équipe de France, et 3 matchs où il va falloir bricoler, ou alors une autre façon de fonctionner que définira ce staff, et donc un mix des deux. On ne sait pas trop encore, mais quoi qu'il se passe, on reviendra à du bricolage. Donc oui, je vois ça comme une entrave à la progression et à la façon dont s'était organisé ce staff.
Il y a un autre aspect qui est hyper intéressant pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est que l'équipe de France, de Fabien Galtier, elle avait défini un mode de travail qui était donc, je parlais des 2 semaines de préparation tout à l'heure, ça faisait partie du mode de travail, deux semaines avant le premier match, mais dans le mode de travail, il y avait aussi le fait d'enchaîner les séances à haute intensité avant d'aborder les matchs. Là, elle ne va pas pouvoir travailler autant à haute intensité qu'elle l'espérait ou qu'elle en avait l'habitude. Et elle n'aura pas non plus une masse de joueurs aussi large que lors du dernier tournoi. Donc se pose même la question de est-ce que l'équipe de France, après cette période de confinement en plus, qui a forcément joué un moment sur l'état physique des joueurs, et aujourd'hui les joueurs, on ne sait pas dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont aussi prêts, autant dans le rythme qu'ils l'étaient au moment du dernier tournoi. Tout ça pose la question de est-ce que l'équipe de France va arriver à retrouver cette qualité de déplacement et d'intensité qu'elle avait atteinte durant le tournoi destination et qui lui permettait de matcher, en fait, qui faisait qu'on voyait cette équipe avancer. Là, est-ce que l'équipe de France va retrouver ça ? Je sais pas, cette semaine, ils n'auront qu'une seule séance à haute intensité qui sera mercredi. Quand on sait que c'est en partie ça qui a permis à l'équipe de France de passer des caps lors du dernier tournoi, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on sait que notamment qu'en temps de jeu effectif entre le top 14 et les matchs internationaux, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Ça n'a pas grand-chose à voir et ça a encore moins de choses à voir si on regarde les statistiques du début du top 14 où on a perdu peut-être 3-4 minutes de temps de jeu effectif par match. Mais le temps de jeu effectif n'est qu'une donnée, il y a aussi l'intensité des matchs et des actions et puis, pour l'instant on en est loin aussi. Il va même y avoir un caractère éclectique des niveaux de forme entre les joueurs de l'équipe de France eux-mêmes. Quand vous voyez les matchs qu'ont disputés les Racingmen ou les Toulousains en Coupe d'Europe et certains clubs qui ont eu l'intégralité quasiment de leurs matchs amicaux annulés et qui ont encore eu des matchs reportés depuis le début du top 14, ça vous nivelle pas forcément ce groupe. On sait les joueurs un peu comment ils vivent tout ça ou ils s'expriment pas trop ? Bon, alors il y a la version que tout le monde a pu voir, hein, on the record, on ira jouer où on nous dit de jouer. Ceux qui sincèrement, à leur place, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, voilà. Après, il y a de moi ce que j'ai pu un peu relever, une forme de lassitude à ce qu'on vous demande en permanence à choisir entre papa et maman, quoi, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et après, il y a aussi eu un peu de déception pour certains de se dire ça veut dire que je vais être obligé de renoncer à 3 sélections en équipe de France. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes un cadre de l'équipe de France. Il y a 3 sélections, vous savez que vous candidaterez pas. Ça en a, je le sais, ému certains. Ce qui est sûr, c'est que ça va créer forcément 2 équipes de France, en fait. Ce système à 3 feuilles par joueur sur 6 matchs, ça va créer 2 équipes de France et presque 2 aventures. On ne sait pas comment Fabien Galtier va gérer les 6 matchs. Comme le disait Renaud tout à l'heure, il va faire 3 matchs avec l'équipe A, on va dire, et puis 3 matchs avec l'équipe B. Mais ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, on a fait un calcul savant digne d'un prix Nobel, il devra aligner au minimum 46 joueurs sur le tournoi destination. Sans blessure, sans rien. Sans blessure, sans carton, sans choix aussi, parce qu'il y a peut-être un joueur à un moment qui va lui déplaire sur un match et puis il va le sortir pour appeler quelqu'un d'autre. Donc 46 joueurs, c'est 2 équipes et c'est aussi 46 joueurs, plus de joueurs que ce qu'il a pu faire jouer jusque-là. Jusque-là, je crois, si mes calculs sont bons, qu'on est à 28 joueurs utilisés en 4 matchs. Donc il va falloir qu'il en lance sous son mandat, en tout cas 46 moins 28, 18. Je ne me trompe pas. Il va falloir qu'il lance 18 joueurs. Et alors ces joueurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà intéressé des joueurs à l'équipe de France en convoquant pas mal, notamment dans les tournois de destination. Au total, je crois qu'il y a eu 51 joueurs appelés en stage. Donc il va pouvoir aller piocher là-dedans. Mais dans ces 51 joueurs, il y a plein de joueurs qui n'ont pas d'expérience de l'équipe de France, d'avoir joué concrètement. Ils n'ont pas d'expérience internationale. Voilà, ça va être un vrai casse-tête pour eux. Je pense que c'est déjà un casse-tête qui a commencé et qui va se continuer durant toute la tournée. C'est une situation qui est comment dire. J'ai pas envie de convoquer des mots trop forts, mais c'est quand même dommage de balayer comme ça tous les beaux principes qui semblaient porter leurs fruits
à cette occasion-là, enfin, c'est une comparaison qu'on avait fait dans le journal, mais est-ce que vous imaginez Didier Deschamps être obligé de composer son équipe de France avec la deuxième moitié du tableau de Ligue 1 pour jouer des matchs internationaux? Bon, aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle va se retrouver Fabien Galtier. C'est-à-dire que pour affronter l'Écosse, où tu as pu gagner depuis 2014, pour affronter l'Italie, qui est sans doute pas l'adversaire le plus prestigieux, certes, mais bon, contre qui on s'enquiquine quand même la plupart du temps. Et pour un match de classement qui, si ça voulait rigoler pour être l'Angleterre à Twickenham, soyons fous, il va être obligé de faire appel à des joueurs auxquels il aurait sans doute pas pensé dans une période normale. Et quel sera l'impact d'une éventuelle tournée négative sur le plan des résultats, sur le projet, sur la confiance des joueurs, sur le staff? Enfin, Alex et moi, on est très bien placés pour vous dire que des mauvais résultats sur l'équipe de France, ça conduit très vite à des problèmes par la suite. Donc, toute cette situation, en tout cas, est pas franchement enthousiasmante au point de départ, quoi. Autant Galles, Irlande, Fidji, oui. Autant derrière, c'est un peu l'inconnu. En fait, quelque part, avec ce système, on va revenir dans la deuxième partie de la tournée aux tournées de juin d'il y a 10 ans. Quand Marc Lévremont, Bernard Laporte, dans son deuxième mandat, envoyait au mois de juin ou au mois de juillet, était quelque part contraint d'envoyer au mois de juin ou au mois de juillet, en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, des joueurs dont ils savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas au niveau de l'équipe de France, ou des joueurs qui étaient des réservistes, parce que à l'époque, le système était ainsi fait, ils préféraient mettre au repos les cadors. Et c'est pour éviter ces situations-là que les calendriers internationaux évoluent, c'est pour redonner de la valeur aux tests d'été que les calendriers internationaux ont évolué. Et là, en fait, on va vivre en 2020, cet automne, cette situation-là. Alors, ça va quelque part, il va y avoir des côtés un peu intéressants, un peu excitants, parce qu'on va pouvoir voir des joueurs à l'œuvre, des joueurs qu'on n'a pas vus jusque-là. Oui, c'est ça. On peut peut-être quand même trouver un point positif à ça. On va voir des joueurs. Moi, je pense par exemple à Tolofua, qui est dans le groupe depuis le début du tournoi, mais qui a jamais joué jusque-là, qui a pas fait une feuille de match. Là, normalement. Ce sera lui qui jouera quand Aldrit aura fait ses 3 matchs. Et en ça, c'est intéressant. J'ai noté des noms comme ça. Il y a Carbonel, éventuellement Macalou, s'il est appelé. Peut-être qu'on verra Gérassi. Le problème, c'est que peut-être que ces joueurs en fonction des choix de Fabien Galtier, peut-être que ces joueurs vont se retrouver dans une équipe de France où il n'y aura pas de cadre autour d'eux. Et ils vont se retrouver quelque part livrés à eux-mêmes, comme l'étaient les joueurs d'il y a 10-15 ans qui partaient en tournée dans le Sud. Renaud, tu y vois quelque chose de positif, toi, quand même? Est-ce que tu peux trouver quelque chose de positif dans cette tournée, entre guillemets, qui arrive? Déjà, de positif, il peut y avoir un très bon classement de l'équipe de France au tournoi destination, si l'Irlande est battue. Pour mémoire, on a le dernier bon résultat, c'est 2010, et un grand chelem. Depuis, c'était 3e, 4e, 5e parfois, donc voilà, donc ça serait très positif. C'est aussi le public qui renoue avec l'équipe de France, alors malheureusement pas au stade, mais en tout cas devant sa télé, et il n'y a pas eu de match de l'équipe de France depuis le déplacement en Écosse, donc tout ça ce sont des points positifs à l'évidence. On s'est interrogé de manière plus précise sur la question du numéro 10 ce matin. On sait que Jalibert a le Covid, Carbonel qui n'a pas été retenu. On parle de Ramos peut-être comme second ouvreur derrière Ntamak, d'Anthony Boutier aussi, tu nous disais, Alex. Dans un précédent épisode en janvier, on évoquait la grande quantité de très bons numéro 10 qu'on avait dans le championnat. C'est un peu bizarre, non, du coup, d'arriver à cette situation Alors en fait... Pour revenir, dans la première liste, il y avait 2 ouvreurs. Il y avait Ntamak et Jalibert. Depuis, Jalibert a déclaré forfait, au moins pour le match des Gallois, à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Ça dépend de quel type de Covid il a eu. Mais quand Jalibert a déclaré forfait, Fabien Galtier a, au lieu d'appeler un ouvreur, qui aurait pu être Carbonel, qui était le 3e ouvreur lors du tournoi, a préféré appeler Gabin Villière, un ailier.
C'est un choix sur lequel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer encore. Je pense que la question lui sera peut-être posée jeudi au moment où il annoncera la composition d'équipe. Mais en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, de 10 de métiers ou de 10 habituels en club, il n'y en a qu'un, c'est Romain Ntamak. Et que du coup, il faut regarder dans le reste de l'effectif pour essayer de deviner qui pourrait être le deuxième numéro 10, ça peut être un rôle important. Hein. Le deuxième numéro 10, c'est pas un détail. Si on se souvient du dernier Écosse-France, par exemple, je crois que Jalibert était rentré au bout d'un quart d'heure. Et dans les joueurs qui ont déjà joué 10 en équipe de France, en club, je veux dire, il y a Serin Dupont, qui sont de numéro 9, et puis il y a Boutier et Ramos. Boutier étant titulaire à l'arrière, les deux, Dupont et Serin, étant appelés à tourner à la mêlée, à être le titulaire et le remplaçant à la mêlée. On peut penser que ce serait plutôt Ramos le choix, ou enfin le joueur désigné, qui pourrait en plus couvrir 10 et 15 en étant sur le banc. Mais ça va être un point intéressant, une question qui sera sans doute posée à Fabien Galtier jeudi quand il annoncera la composition d'équipe et la composition du banc de touche aussi. Renaud, tu voulais dire ? Ouais, je crois que Ramos, depuis la dernière Coupe du Monde, était envisagé comme un ouvreur potentiel en tout cas de mieux que de secours par le staff qui s'était greffé à celui de Jacques Brunel, et par ce staff je parle de Fabien Galtier et Laurent Labitte, qui était au Japon. Thomas Ramos, c'est quelqu'un qui dans le jeu du Stade Toulousain, alors Alex vous en parlera mieux que moi, mais a l'habitude aussi de venir se proposer en numéro 10. Voire de jouer même numéro 10. Voire de jouer numéro 10, effectivement. Mais en tout cas, dans le système toulousain, de parfois quitter le poste d'arrière pour intervenir en tant que 10. Donc, peut-être le plus naturellement, selon moi, ce serait lui qui pourrait occuper ce poste d'ouvreur remplaçant en allant opportunément sur le banc. Sachant que, si j'ai bien compris les informations qui nous sont remontées depuis le début des tractations sur 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 3 matchs, pas de matchs, des matchs, ils avaient quand même très envie sur les premiers tests en jeu de ressusciter l'équipe qui a donné pleinement satisfaction au début du tournoi, et donc ça sous-entendrait de replacer Boutier à l'arrière, qui a été l'une des révélations de l'hiver dernier. Voilà, dans l'idée, et en fonction des niveaux de forme et de l'entraînement à haute intensité auquel on aura le droit mercredi, voilà, je crois que l'intention, elle était celle-là. Mais tout est tellement remis en question par l'absence de 42 joueurs, par le calendrier, que voilà. Ce que je sais, c'est que par exemple les Fidji ne seront pas considérés comme une petite équipe, bien au contraire. Donc il n'y aura pas la volonté de bricoler face aux Fidji non plus, quoi. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant tout ça, messieurs. On ne s'est pas enquiquiné, comme dit Renaud. T'as vu, je dis moins de gros mots cette année. Ah oui, c'est très très bien. Tu as fait beaucoup de progrès. Maintenant, tu utilises des mots de 1982. J'adore ça. Voilà. Merci à tous les deux. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Renaud Borel et Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à la réflexion, et à Antoine aujourd'hui. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.